Je tiens à remercier Emmanuel Hirsch et Frédéric pour l'invitation aujourd'hui. En plus, en pleine inauguration Biden. Donc, comme l'intervenante Mylène Deschênes l'a noté, va peut-être changer un peu la donne sur le front de l'épidémie Covid-19, en tout cas aux États-Unis. Et je tiens aussi à préciser que l'invitation qui m'avait été faite par Emmanuel Hirsch ne portait pas sur le conseil scientifique, je le dis quand même, mais la situation aujourd'hui, un peu une réflexion sur la situation, où est-ce qu'on en est maintenant. Donc, la présentation que je devais faire aujourd'hui était sur l'état, la situation aujourd'hui de la pandémie en France, où en sommes-nous. Et donc, j'ai un peu appris hier que c'était surtout sur le côté scientifique. Donc, vous allez avoir une présentation en 2 temps. Euh, et j'espère que ça vous ira. Je ne suis pas là pour représenter le conseil scientifique. Encore une fois, ce n'était pas l'objet de la discussion aujourd'hui. Le conseil scientifique français. Et je présenterai un peu le fonctionnement du conseil dans la présentation tout à l'heure. Et puis, on pourra peut-être aussi, je réagirai aussi peut-être à ce qu'ont dit le professeur Jean-François Mattei et Hélène Deschênes, ainsi que certaines des questions qui ont été posées dans le fil de la discussion. Je vais revenir donc une présentation en 2 temps, avec un premier temps qui revient un peu sur les spécificités de cette pandémie, une pandémie sans précédent rapidement en France. Un deuxième temps sur le conseil scientifique que j'ai rajouté, un troisième temps qui s'interroge un peu sur la situation aujourd'hui, en particulier ce qu'on a appelé dans nos derniers avis la course contre la montre entre les vaccins et les variants. Un premier point, je le disais, mais je vais aller vite. Un petit point sur la pandémie et un petit rappel avec des éléments clés sur la première vague de Covid-19 en France. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les dates. Si on parle de conseil scientifique, la création du conseil scientifique date du 10 mars 2020. Et puis, donc là, on a toutes un peu les grandes dates de la réponse à la pandémie en France, avec un certain nombre d'avis du Conseil. Je reviendrai peut-être là-dessus un peu plus tard, une évolution des indicateurs. Et puis, encore une fois, je pensais que c'était la commande. On va aller vite. Peut-être quelques intéressant depuis le premier confinement, le fait que c'est toujours important de le rappeler quand même, quelques vérités aujourd'hui ou quelques constats aujourd'hui. Premièrement, 85% des décès chez les patients de plus de 70 ans, qui soient avec ou sans comorbidité. On voit depuis le premier confinement une diminution de la mortalité pour les cas graves. On en est à une immunité collective d'environ 5-6% et très certainement 12% en région parisienne après la première vague, avec des résultats similaires en Europe. Et bon, on n'a pas les données encore complètement consolidées après la deuxième vague, mais on espère peut-être autour de 20%. Et puis, si on parle d'innovation, c'est un autre sujet, donc je vais aller vite. L'innovation n'est pas, en tout cas pas encore au rendez-vous pour les médicaments, en tout cas à la date de novembre 2020, quand on a fait un de nos avis dédiés sur la question. L'innovation est présente pour les tests, quand on pense à TROD, antigènes, etc. Elle est partiellement présente avec l'application tous anti-Covid, ce qu'on peut dire dessus. Par contre, elle est au rendez-vous avec les vaccins. Alors, j'avais déjà réduit mes slides du premier chapitre pour arriver vite au conseil scientifique. Et donc là, je vais prendre mon temps là plus. Donc, le conseil scientifique français, il a donc été nommé, on l'a dit, le 10 mars 2020. On est 14. On se définit par une approche multidisciplinaire. Et si on doit choisir trois points importants à mettre en avant, en tout cas c'est ce qu'on décide collectivement de souligner très souvent quand on prend la parole publiquement. La première chose, c'est l'indépendance et la transparence. Après, on pourra discuter des façons dont on définit indépendance et transparence, mais le conseil scientifique est composé de médecins et de chercheurs, non médecins, dont je suis par exemple. Il est donc en dehors de la hiérarchie, en tout cas en opposition aux fonctionnaires.
Et le souhait des membres est de pouvoir garder une totale liberté d'expression. On l'a demandé dès le départ et c'est le cas absolument. On a de plus fait le choix d'une parole collective, une parole de groupe. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Bien qu'il ait, deuxième point important et intéressant à souligner, bien qu'on ait été créé par le ministre de la Santé, Olivier Véran, le conseil scientifique peut s'auto-saisir de questions, et on le fait très souvent en fait. On a des saisines, on reçoit des saisines auxquelles on répond, mais on s'auto-saisit aussi énormément de toute une série de questions. Les statuts du conseil scientifique nous désignent comme étant indépendants. Les statuts, tout comme tous nos avis, sont mis en ligne à notre demande sur le site du ministère de la Santé. C'est pas inintéressant d'aller voir les statuts pour ceux que ça peut intéresser. Il est en particulier bien souligné dans les statuts que le conseil rend des avis simples qui ne lie pas le gouvernement. Il les rend en toute indépendance au seul vu de l'intérêt général du pays. Le point suivant dont on pourra discuter aussi, peut-être, le conseil scientifique a de nombreux contacts avec d'autres structures françaises. Alors, le Haut Conseil de santé publique, par exemple, et dont le président, Franck Chauvin, est un membre du conseil scientifique, donc qui assure en cela une proximité très facile. Mais on a, au-delà de la présence du président du Haut Conseil de santé publique, des liens très forts avec le Haut Conseil. Avec Santé publique France, bien évidemment, la directrice générale ou présidente Geneviève Chesne de Santé publique France est très souvent invitée dans nos réunions. Le directeur scientifique, maintenant la directrice scientifique de Santé publique France, fait partie en tant qu'invité d'un certain nombre de nos réunions. On a aussi des liens avec toute une série d'autres structures françaises, que ce soit l'NSM, la CNIL, l'INSERM, le CNRS, etc. Deuxième point important à souligner, complètement différent, le rapport au temps, qui est une difficulté, mais qui est quelque chose à noter, avec toujours des jeux, des confrontations entre le temps des médias, qui est un temps très court, le temps des politiques, et le temps des scientifiques, qui est un temps qui est normalement défini par le temps long. Troisième gros sujet, et là je rejoins aussi totalement ce qui a été dit par exemple par Mylène Deschênes, l'importance, et on n'arrête pas de le souligner, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs dans nos échanges en particulier avec les autorités politiques, l'importance du doute, de l'incertitude scientifique et donc de la modestie et de l'humilité. En tant que chercheur, on le sait tous, la science se construit sur le doute, mais les politiques n'aiment pas le doute ou sont peu réceptifs. Et c'est intéressant, on dialogue beaucoup avec les conseils scientifiques d'autres pays, évidemment. Et c'est intéressant, par exemple, dans nos échanges avec les Allemands, de voir que le rapport au doute, mais plus largement le rapport à la recherche scientifique est très différent en Allemagne, où beaucoup des responsables politiques, par exemple, ont fait des thèses de doctorat, ont fait de la recherche, et n'ont pas du tout le même rapport à l'incertitude, au doute, au temps long que nécessite la recherche scientifique. Alors, le point suivant, et on reviendra certainement là-dessus aussi, l'expertise du conseil scientifique est souvent écoutée par l'exécutif français, pour l'instant en tout cas, et pas toujours. Sur un certain nombre de sujets, nos avis ne sont pas écoutés, et c'est normal, que ce soit sur l'école, que ce soit sur les comités citoyens, on y reviendra peut-être, que ce soit sur toute une série de mesures d'accompagnement pour les populations les plus précaires, etc. La décision reste entre les mains du politique. Le troisième pouvoir médical est une invention de la presse. On n'a évidemment aucune influence dans les sujets matériels, comme par exemple l'accessibilité des tests ou des masques. Alors, là c'est nos bobines, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les spécialités. Donc je vous le disais, on est 14 membres qui permettent une approche multidisciplinaire, avec un épidémiologiste, Arnaud Fontanet,
la présidente d'ADT Carmonde, donc une représentante d'ONG, Réalette Gras, un médecin généraliste, membre de l'HAS, Pierre-Louis Druet. Donc je suis anthropologue. Yazdan Pana est infectiologue. Il y avait une question sur les infectiologues, il y en a deux. Denis Malvy est aussi infectiologue. Un sociologue, Daniel Benamouzik. Nous sommes donc deux des sciences humaines et sociales. Un spécialiste du numérique, Emeril Wang. Un modélisateur, Simon Cauchez. Une réanimatrice, Lila Boadma. Un immunologue, Jean-Laurent Casanova. Un virologue, Bruno Lina. Un médecin de santé publique, Franck Chauvin, dont je parlais tout à l'heure, et le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy. Tiens, c'est marrant, prédise. À la place de président, je corrigerai. C'est assez rigolo comme faute. Alors, je ne reviens pas sur les principaux avis du conseil scientifique, qu'on a un peu décliné en 3 temps, l'acte 1, 2 et 3, et que dans l'idée qu'on est aujourd'hui dans l'acte 3 de la pandémie. Mais rapidement quand même, parce qu'on a sorti toute une série d'avis et de notes. Encore une fois, sont tous sur le site du ministère de la Santé, dans un souci de transparence qu'on a demandé dès le départ, dès notre nomination. Et donc, par exemple, Jean-François Mattei tout à l'heure parlait de la difficulté, en tout cas, parlait de la publication des avis et du fait que la publication des avis est décidée par le politique, et c'est en effet. Par contre, il faut quand même souligner que c'est systématiquement publié. Alors, il y a un jeu sur la date de publication. Certains avis sont publiés très vite, d'autres peuvent prendre jusqu'à 4, 5, 6 jours maximum. Voilà. Mais ils sont tous mis en ligne ils sont tous accessibles dans leur intégralité. Donc, il y a une transparence totale des avis du conseil scientifique. Alors, on a beaucoup d'avis, là je passe vite. Certains ont plus marqué que d'autres, on pourrait revenir là-dessus, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Mais je reviendrai plutôt ici sur 3 points. La question de la transparence, j'en ai déjà parlé, la publication des avis et des notes systématiques, mais aussi les auditions des membres du Conseil scientifique, par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par le Conseil économique et social et environnemental, par la commission Pittet, des interventions dans la presse et tout ça, dans une volonté de transparence totale du groupe. Autre chose dont Jean-François Mattei aussi a parlé et sur lequel on a été soucieux dès le départ d'appeler, enfin on a été très soucieux de ce point-là qui est la représentation citoyenne. Avec, dès le printemps, un appel dans nos avis à la création d'un comité citoyen qui serait à côté, dans la triangulation voulue par Jean-François Mattei, dont il parlait tout à l'heure, à côté du conseil scientifique, indépendant du conseil scientifique bien sûr, un comité citoyen qui serait constitué de représentants de la société civile. Cet appel à un comité citoyen, on l'a écrit dans nos avis, on l'a dit publiquement dans la presse, on a publié des tribunes, on l'a écrit dans des publications. D'autres l'ont porté également, la Commission nationale de la santé, la Commission nationale des droits de l'homme, etc. Et qui, pour l'instant, n'a toujours pas été accepté par le gouvernement français. Ça fait partie de certaines des mesures qui n'ont pas été suivies. Et on continue à très fortement appeler à un comité citoyen qui influencerait, qui serait partie prenante de la prise de décision politique en matière de réponse à la pandémie. Et puis, troisième point aussi peut-être intéressant ici, une doctrine, on appelle ça doctrine, on pourrait revenir sur ce choix, mais en tout cas, une volonté constante affichée dans nos avis et dans nos notes, en faveur de la responsabilité et des choix personnels des citoyens, et donc non contre tout ce qui relèverait de la coercition ou de la contrainte. Donc une volonté et une défense en faveur
choix volontaire pour chaque mesure, qu'on pense à l'école, qu'on pense aux tests, qu'on pense à l'isolement, par exemple, après la fin de confinement pour les patients positifs ou pour les patients âgés au risque. Et ce choix, cette doctrine, n'est pas quelque chose de simple à défendre. Alors peut-être les liens entre le conseil scientifique et d'autres comités, ça a été un tout petit peu mentionné dans les discussions. Il y a eu d'autres comités, CARE par exemple, qui s'est arrêté en juillet, qui était présidé par la professeure Françoise Barré-Sinoussi, comité dont je faisais également partie. C'est dédié entièrement à ce qui relève des questions de recherche et d'innovation. L'objectif, le mandat du comité était de conseiller le ministère de la Recherche, en particulier le MESRI, en matière de capacité de recherche et d'innovation pour lutter contre l'épidémie. Et donc, ça n'a pas fait partie du mandat du conseil scientifique. On a maintenant un autre comité, par exemple, le comité stratégique sur la vaccination, qui est présidé par Alain Fischer. Et donc, le conseil scientifique n'est pas l'unique organe de conseil aux autorités politiques en temps de Covid-19. Il y en a bien d'autres. Et le conseil scientifique travaille avec CARE, où CARE existait, et également très proche du comité vaccin. Mais il ne faudrait pas se focaliser uniquement sur le conseil scientifique. Il y a bien d'autres comités ad hoc créés par les autorités et qui ont un rôle important aujourd'hui dans la réflexion sur les mesures à prendre dans la lutte contre la pandémie. Alors peut-être bien quand même où j'en étais. En tout cas, selon notre dernier avis qui a été publié il y a peu de temps, on a aujourd'hui, en termes de vaccination en France, on a 479 000 et quelques personnes vaccinées, avec des lenteurs, des retards de livraison, etc. Et puis de très très grosses questions, très fortes inquiétudes sur la question de la neutralisation des nouveaux variants du SARS-CoV-2. En particulier les variants brésiliens et sud-africains. On a un variant à 50 à 70% plus transmissible. Pour l'instant, donc à avant-hier, les données du 18 janvier, là, on en est à 124 cas du variant anglais et à 1,5% des RT-PCR positives sur le français. Le variant sud-africain, il est plus transmissible, on le sait aussi, on a moins de données pour l'instant. On aurait 10 cas de ce variant sur le sol français, d'autres variants au Brésil, etc., peut-être en Californie aussi, avec toute une série de questions sur les caractéristiques de ces variants et une très forte inquiétude. Alors, ces inquiétudes, nous, on les partage au fur et à mesure. On a en particulier dans la note d'alerte de décembre, on a fait un point sur les connaissances scientifiques sur le variant anglais. Dans la dernière note du 12 janvier, encore une fois, on décline cette analyse qui relève autour de la course contre la vaccination pour protéger les plus fragiles et l'apparition de nouveaux variants plus transmissibles. Donc là, donc en disant bien qu'on en est à une période charnière, partagée entre l'espoir des vaccins et les inquiétudes associées aux nouveaux britanniques. C'était ce qu'on écrivait le 12 janvier, on pourrait rajouter aujourd'hui, et les nouveaux variants brésiliens et sud-africains. Il y a donc une course contre la montre entre l'effort de vaccination et la pénétration des variants dans la population française. Et donc aujourd'hui, les gros enjeux, toujours, comment est-ce qu'on associe les mesures de santé publique, la circulation du virus,
l'arrivée des vaccins et leur efficacité avec ces nouveaux variants, pour protéger les anciens et les plus fragiles, et une activité économique optimisée, avec toujours dans le danger de ne pas opposer enjeux sanitaires et enjeux économiques. Voilà. Merci beaucoup. Le partage est arrêté et nous avons parfaitement suivi les slides. Alors, j'ai une première réaction par rapport à la présentation qui vient d'être faite au regard d'une question qui est posée sur le webinaire, qui est une question très précise. Je voudrais l'élargir un petit peu. C'est la question du comité citoyen. Alors manifestement, le conseil scientifique a porté cette proposition. Il n'a pas été le seul, donc manifestement, c'est une demande qui n'a pas été entendue. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'explications sur cette idée de comité citoyen? Pourquoi un comité citoyen à part? Pour assumer quel rôle? À quel moment, c'est la question qui est posée sur le webinaire, à quel moment la création d'un comité citoyen a-t-elle été sollicitée? Et finalement, alors naturellement, un membre du comité scientifique doit rester indépendant et ne se substitue pas aux politiques, mais finalement, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi tant de réticence par rapport à la création de ce comité? Je l'avais souligné, Jean-François Mattei l'a dit le premier, cet appel à ce qu'on a appelé nous un comité citoyen, après on peut trouver plein d'autres façons de définir ça, date en ce qui concerne le conseil scientifique de mars. Et on le voit dans nos avis. Je veux dire, on peut refaire l'historique dans nos avis et dans les publications. Dans une des slides, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai noté 2 références de publications dans Lancet où on a aussi publié en tant que groupe, en tant que conseil scientifique sur plusieurs sujets, où on a rappelé qu'on n'était pas entendu sur cette notion, sur cet appel au comité citoyen. Donc ça date de mars et c'est un fil rouge dans nos avis. Pourquoi est-ce que c'est pas entendu? Je ne sais pas exactement. Ce sera une des questions qui sera intéressante de creuser par des gens extérieurs, très certainement au conseil scientifique. En tout cas, ça ne l'est pas. Alors, d'une certaine manière, on a été entendu, mais pas exactement de la façon dont on l'appelait, mais c'est déjà bien. Avec la création d'un comité citoyen sur la vaccination. Donc sur le sujet spécifique de la vaccination, a été créé il y a quelques jours, très récemment, un comité citoyen, mais qui donc ne traite pas ou n'est pas appelé à s'exprimer sur l'ensemble des sujets qui relèvent de la gestion de crise, mais qui est appelé à s'exprimer sur la stratégie vaccinale. C'est déjà bien. Et donc là, il y a une évolution nette sur ce point. Mais c'est limité à la stratégie vaccinale. D'autre part, comme le disait Jean-François Mattei, le choix qui a été fait est celui de citoyens tirés au sort, si j'ai bien suivi, il faudrait le vérifier, ce qui n'est pas forcément ce qui avait été... voilà, qui est un choix possible parmi d'autres. Nous, en tant que conseil scientifique, on n'était pas rentré dans le détail, on n'était pas rentré dans les modalités de sélection des représentants de la société civile, mais c'est une question qui se pose aussi, c'est-à-dire quelle représentation citoyenne et donc quel choix pour ces membres. D'accord. Alors, de manière complémentaire, une question est posée sur le chat. Le comité scientifique a-t-il donné un avis sur la consultation des associations de patients, d'usagers du système de santé? Et par ailleurs, il y a une question pour savoir si vous avez suivi toutes les complications d'ordre psychiatrique. Alors oui, absolument. La première réponse est un oui ferme. Encore une fois, tous nos avis sont en ligne. Alors après,
certains sont très longs, mais si cette question-là vous intéresse, ça peut valoir la peine d'aller voir, et vous verrez que oui, absolument, réponse à la première question. La deuxième question sur les questions de la santé mentale, oui aussi, et dès le printemps, un peu moins depuis quelques mois, mais on s'est exprimé, on a très fortement poussé à la création ou au renforcement de services d'accompagnement, que ce soit des plateformes téléphoniques, le renforcement de réseaux de psychiatres, psychologues, etc., existants, travaillant déjà avant même la pandémie, qui se sont organisés très vite, hein, dès mars-avril. Donc, oui, on a travaillé et on travaille encore avec des réseaux de psychiatres, et, en particulier, et de psychothérapeutes spécialisés sur les questions de post-traumatic stress disorder et résilience en particulier, et qui nous ont beaucoup appuyés pour rédiger nos avis sur la question de la santé mentale face au Covid aujourd'hui. On a de plus, alors là c'est le CARE, le comité CARE a aussi très fortement pesé pour qu'il y ait des investissements importants en matière de recherche sur l'impact de la pandémie sur la santé mentale des Français. Alors, en complément, une question sur la mission qui est confiée au Conseil scientifique. Donc, ça a été dit, le Conseil scientifique a une fonction consultative. Il émet des avis que ne lit pas le gouvernement. Alors, une question est posée. Que se passe-t-il si l'intérêt général est évident et que, j'imagine, le gouvernement, en tout cas le pouvoir exécutif, ne prend pas les décisions qui sont directement inspirées par l'avis émis par les membres du conseil scientifique. Alors là, naturellement, on se positionne sur une problématique d'indépendance et une problématique éthique dans un cas extrême. C'est une question qui me dépasse, ou qui nous dépasse peut-être. C'est-à-dire que les médias, la presse, la population, dont certains lisent, il y a beaucoup de gens qui suivent avec attention les décalages entre les avis et les décisions prises. Que faire de ce décalage? Ça ne relève pas du conseil scientifique. En tout cas, nous, on continue à écrire et à surtout s'exprimer publiquement. On l'a dit au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans la presse, dans les diverses commissions, y compris d'enquête, à nous exprimer publiquement, y compris sur les sujets pour lesquels nous ne sommes pas suivis par les autorités politiques. Au-delà, que faire de ces décalages? C'est peut-être à d'autres de s'en emparer. Ils le font d'ailleurs. Alors, il y a deux points d'exclamation à la fin du chat. Donc là, je pense qu'il y a une réaction à l'indépendance du conseil scientifique ne signifie pas neutralité. Oui, tout à fait. Mais ça, je n'ai pas parlé de neutralité. Alors, sans parler de neutralité, parce qu'en effet, je vois mal comment le conseil scientifique pourrait assumer un principe de neutralité. On demande au conseil scientifique de prendre position et de faire valoir une expertise scientifique pluridisciplinaire et collégiale. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse de neutralité. Il y a malgré tout une question qui est intéressante, alors qui est une question qui relève de la fiction, on regarde ce que vous nous dites, mais naturellement, le conseil scientifique peut tout à fait accepter que la décision politique diverge des préconisations qui ont été celles du conseil scientifique. Chacun est dans son rôle, on l'a dit au début. Dans le même temps, quels seraient les moyens d'action du conseil scientifique s'il devait constater que le pouvoir politique, le pouvoir exécutif
rompt le lien avec lui et finalement l'utilise plus comme un faire-valoir que comme un véritable organe indépendant d'experts. Alors je pousse la question qui a été posée sur le chat dans un scénario extrême qu'on ne rencontre pas actuellement, mais finalement c'est une question intéressante pour s'interroger sur l'indépendance du comité scientifique, enfin du conseil scientifique. Quelles seraient les solutions possibles? Voilà, répondre à une question théorique qui pour l'instant ne s'est pas posée, hein, puisque pour l'instant, vous le dites vous-même, hein, c'est théorique. Donc je ne pourrais pas vous répondre. Je suis incapable de vous dire ce que ferait le groupe dans une situation qu'on n'a pas encore rentrée. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, parce qu'on a beaucoup fonctionné par l'intermédiaire du chat, mais dans le même temps, nous arrivons à la fin de ce webinaire, donc il nous reste quelques minutes qui permettent d'interagir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui pourraient être posées, soit d'ailleurs à Laetitia, soit aux deux autres intervenants pour terminer la discussion. Peut-être qu'Emmanuel veut intervenir également. Oui, je vois Emmanuel. D'abord, félicitations et remerciements pour toutes ces interventions. Du Canada jusqu'à la France, on voit qu'on est, j'allais dire, confronté aux mêmes périls, aux mêmes incertitudes, et puis aux difficultés pour les politiques d'assumer leurs responsabilités politiques. Non pas qu'ils soient irresponsables, mais dans un contexte où ils sont quand même très dépendants d'évolutions qui échappent même à leur volonté et à leur de bien faire. On peut quand même reconnaître a priori qu'ils ont quand même plutôt cette préoccupation. La vraie question, et je trouve que Laetitia l'a bien posée sans apporter la moindre réponse, c'est la question de l'absence de la sollicitation de la société pour l'associer à des décisions qui la concernent au quotidien. Et probablement, et on commence à le voir, et ça va être de plus en plus présent dans le débat public, à mon avis, jusqu'à être insoutenable pour, j'allais dire, les politiques qui ont pris la décision, le fait d'ignorer l'expertise des citoyens, un savoir-faire, voire d'une certaine manière une expertise. Hein. Nous, depuis des années, on travaille cette notion d'expertise profane, et le modèle du Québec, pour nous, est très important. Toute cette santé communautaire qui a été développée à partir de ce que les gens savent, de ce qu'ils vivent, tout ça a été totalement ignoré, et également avec une tonalité non seulement de mépris, mais d'inconséquence quand on entend certains responsables politiques, en tous les cas en France. Et c'est pas de faire la critique, c'est un simple constat. Il suffit d'écouter le ministre de la Santé qui est toujours satisfait de tout ce qu'il fait et également satisfait de ce qu'il ne fait pas, parce qu'on n'aurait pas dû le faire, quitte le lendemain à le faire sous la pression publique. On est dans un moment assez désorienté. Et donc, la vraie question que je me permettrai de vous poser à vous trois, y compris à Jean-François Mattei, politique quand même, à la fois dans le cœur, dans l'âme et dans ses engagements, c'est est-ce que notre démocratie, dans les mois qui viennent, survivra à une situation qui pourrait être plus compliquée encore que celle qu'on a connue? Parce qu'on a vécu un an d'attente, on nous a vendu ensuite l'espoir de la vaccination. On a eu effectivement des expertises comme celle du Conseil scientifique, mais pas que, qui étaient de qualité. On avait vu avec quel mépris le président de la République prenait ce qu'il voulait, c'est-à-dire il triait dans le plat ce qui lui paraissait intéressant à un moment donné, et selon des présupposés qui étaient les siens et probablement jamais partagés, y compris avec le Parlement. Bref, la vraie question qu'on peut se poser, non seulement d'un point de vue éthique, d'un point de vue politique, là, j'ai passé quelques heures devant un lieu où on était en train de vacciner les gens. On ne les vaccinait pas, les gens ils piétinaient dehors, désespérés de ne pas pouvoir être vaccinés et criant finalement leur désespoir en disant on va mourir du Covid-19 puisqu'on ne sera pas vacciné et qu'il y a le mutant qui vient. Bref, on est dans un contexte où le discours public, tout un ensemble d'éléments ont été d'une certaine manière de nature à créer une situation d'incertitude et maintenant de défiance. Comment en pratique en sortir? Là, je peux peut-être prendre la parole pour commencer très humblement. Dire que c'est quand même particulier hein, dans cette pandémie-là, le rôle que le citoyen peut jouer. C'est-à-dire que c'est vraiment, nous en tout cas on le voit, il y a eu par exemple pendant la période du temps des fêtes, certains citoyens qui ont triché et on a vu tout de suite l'impact sur les chiffres
Et donc, il y a un appel du politique à demander la collaboration du citoyen, mais face à une certaine fatigue d'adhésion à des mesures qui sont de plus en plus difficiles. Nous, on n'avait jamais été confinés depuis la Deuxième Guerre mondiale et là, ça y est, on l'est avec des couvre-feux le soir, on n'avait jamais vu ça. C'est sûr qu'on s'inquiète d'un désengagement du public à adhérer. Et donc, je pense qu'effectivement, la solution de cette participation citoyenne est extrêmement importante et malgré qu'on ait, je pense, une expertise intéressante de ce côté-là, je souhaite vraiment qu'on en fasse plus. Je suis pas sûre que ça a été si clair comment le citoyen, même au Québec, pouvait s'inscrire là-dedans. Je pense qu'on a beaucoup, il reste beaucoup à faire. Par contre, l'invitation du premier ministre à ce que la population joue son rôle, elle était claire et elle a bien fonctionné pendant la première vague. Là, je vois une certaine fatigue qui commence à s'installer. Les membres du conseil scientifique, au nom de leurs valeurs, démissionneront. C'est une question que je peux me poser. Ce serait une très belle manière aussi d'apporter une réponse aux questions soupçonneuses que Frédéric a posées et qu'avec une diplomatie qu'elle a probablement renforcée dans ses contacts avec l'Élysée, Laetitia s'est détournée de répondre, d'une certaine manière. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont demandé à ce que la mission du Conseil soit prolongée. En particulier son rôle d'alerte, de veille, d'alerte. Donc, de ce que Étienne Klein appelle le rôle de phare et balise du Conseil scientifique, ce qui est assez beau comme terme. Donc, avoir ce qu'on devient, c'est pas tellement ce qui nous préoccupe pour l'instant, encore une fois. Ces nouveaux variants, je reviens sur la situation de l'épidémie là, mais ces nouveaux variants, en particulier les variants sud-africains et brésiliens, nous inquiètent très fortement, beaucoup plus que le variant anglais aujourd'hui. Donc voilà, on est finalement pour l'instant assez concentré là-dessus. On est dans notre rôle. L'information qui vient de nous être apportée est intéressante, que ce soit la demande de l'Assemblée nationale et du Sénat que finalement le Conseil scientifique ait prolongé son activité après le 10 juillet, montre bien que si on raisonne en termes d'équilibre des pouvoirs, du point de vue du législatif, il y avait une nécessité d'avoir une expertise maintenue sur une durée plus longue et on peut dire que les faits leur ont donné raison de toute façon puisque on est loin d'avoir terminé et que peut-être d'ailleurs vous aurez cette activité plus longtemps que vous ne l'aviez imaginé les uns et les autres. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont déjà déconnectées. Je voudrais remercier chacun des intervenants pour la qualité des présentations qui ont été faites, pour leur complémentarité. Je crois que nous avons eu des éléments d'analyse et de réflexion, des éléments d'information également tout à fait intéressants et actuels. Donc, je voudrais vous remercier chaleureusement de ce webinaire qui nous a réunis virtuellement. J'invite toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire à consulter le programme puisqu'il y aura très rapidement de nouveaux webinaires et notamment le prochain, je crois, aura lieu le 3 février. Voilà, il sera consacré à la thématique. Alors, dans le prolongement, il y a une logique institutionnelle, pas seulement, mais dans le prolongement de celui-ci, on parlera des institutions nationales, donc plus largement, et des institutions européennes dans un contexte de tension qui est celui de la crise sanitaire. Voilà, peut-être que Emmanuel veut dire le mot de la fin. Merci à tous, en tout cas, pour ce beau webinaire. Je dirais que s'il y a quelque chose d'intéressant à retenir de cette crise, c'est qu'elle permet à la parole et à la réflexion d'être portée souvent à un niveau d'exigence supérieur. Et je pense qu'une rencontre comme ce soir, avec le Canada, enfin le Québec, avec le point de vue aussi bien de l'expertise de l'anthropologue que du ministre qui est multicarte, puisque Jean-François Mattei n'est pas réductible à une fonction de ministre, c'est rassurant quand même ces rencontres parce qu'on voit quand même qu'il y a de la pensée,
qui a de l'envie, qui a de l'intelligence, et je pense que ça sera plus efficace, à mon avis, que le vaccin. C'est-à-dire que c'est avec la pensée, avec la force de la démocratie quand même, qu'on lutte aujourd'hui. Alors tant mieux si on a des beaux jours, mais ce qu'on a compris du dernier avis très inquiétant, en fin de compte, du Conseil scientifique, c'est que probablement demain, on aura encore plus de temps à se consacrer à ce type d'échange en vidéoconférence si on est confiné. Mais notre esprit n'est pas confiné, il est libéré, vous y avez beaucoup contribué. Donc un immense merci. On se dit en tous les cas à bientôt les unes et les autres, et on se retrouve, et je voulais aussi remercier Frédéric Coulet, parce que c'est bien la rigueur du jury qui apporte ses éclairages et qui sait reprendre sur tel et tel point. Donc on se dit vraiment à bientôt, et en souhaitant quand même le mieux, et puis un jour de se retrouver quand même en face à face pour pouvoir dialoguer d'une manière encore plus vivante. Mille merci à toutes et à tous. Je rappelle que toutes ces conférences sont enregistrées, et donc on les retrouve en ligne au fur et à mesure. Bonne soirée. Merci à tous, au revoir, bonne soirée.